Nous allons maintenant passer à un petit échange, un temps d'intervention à deux voix, mené par M. Arthur Keller et M. Aurélien Barraud. Monsieur Keller, ingénieur en astronautique de formation, vous êtes aujourd'hui spécialiste des vulnérabilités sociétales vis-à-vis des risques systémiques et des stratégies de transformation collective face à ces risques. Votre expertise englobe les questions de soutenabilité écologique et de sécurité globale des territoires, les leviers de changement possibles, ainsi qu'une analyse critique de l'innovation. Vous défendez la nécessité de nos sociétés de forger de nouveaux imaginaires afin de baliser notre avenir avec la force d'une résistance et l'intelligence d'une résilience éclairante, porteuse d'espoir lucide. Vous êtes aussi l'auteur d'un programme de résilience de la société française, en plus d'enseigner à Centrale Supélec et d'accompagner des agences publiques en qualité d'experts. Bonjour. Alors moi, j'ai l'honneur de vous présenter et de vous introduire notre deuxième intervenant, Aurélien Barraud. Nous sommes devenus notre propre menace. Le plus grand danger pour l'humanité est aujourd'hui l'humanité. Il est temps de regarder en face l'agonie de notre monde et d'être un peu sérieux. La tâche est immense et le temps presse. Si le génie humain existe, c'est ici et maintenant qu'il doit se manifester. Ces phrases choc de la bouche de notre invité résument bien l'état d'esprit dans lequel se trouve Aurélien Barraud et sonnent comme le glas de notre existence. Ce glas a d'autant plus de résonance que ce n'est pas n'importe qui le sonne. Aurélien Barraud est en effet une sommité internationale et récipiendaire de nombreuses prestigieuses distinctions. Il est astrophysicien, spécialisé en relativité générale, physique des trous noirs et cosmologie. Il est docteur en philosophie, directeur du Centre de physique théorique de Grenoble, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et même poète, et non des moindres. Mais ce n'est pas tant par son parcours académique ou professionnel qu'Aurélien Barraud nous interpelle, mais par son engagement et son militantisme pour un monde meilleur. L'histoire de l'humanité a toujours été jalonnée et déterminée par le fait des grands hommes. Et, n'en plaise à la modestie de notre invité, Aurélien Barraud en fait partie. Oui, modestie, car à l'occasion de la publication de son dernier opus, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale, Aurélien Barraud nous prévient. Je suis astrophysicien, pas écologue. Je ne prétends pas à la rigueur universitaire, mais je m'exprime en tant qu'habitant de la Terre pour lancer ce cri d'alerte parmi tant d'autres. Ce qui différencie Aurélien Barraud des autres défenseurs de la planète, c'est qu'il n'est pas seulement un lanceur d'alerte, mais il propose des réelles solutions pour, comme il le dit, changer de règles et fonder un autre monde. Il envisage le problème comme une crise écologique globale, englobant toutes les facettes interconnectées et interdépendantes de notre planète et de notre humanité. Mesdames et messieurs, vous voilà prévenus. Accrochez-vous. Je vous demande à présent d'applaudir Aurélien Barraud et Arthur Keller, à qui je cède la parole. Bonjour. Ça met une certaine pression comme introduction quand même. Merci à tous pour l'invitation. C'est Arthur qui va commencer cette présentation à deux voix. Donc en effet, jusqu'à maintenant, tout allait bien. Avec Arthur, on va vous présenter une vision du monde qui est un peu différente de celle assez consensuelle qui vous a occupé cette journée et que je crois, et qui je crois, est hélas un peu plus précise. Bonjour. Hop, ça va être mieux comme ça. Merci. Il y a donc une personne dans la salle. Bon, merci d'être ici. Ah, d'accord. Merci d'être là. Alors écoutez, effectivement, on m'a donné une grosse demi-heure pour vous parler. Ça va aller vite, il y a beaucoup de choses à dire. Accrochez-vous, comme ça a été dit. Je bois un coup et je me lance.
Le 6e rapport d'évaluation du GIEC a paru cette année. On en a beaucoup parlé, mais dans certaines bulles informationnelles, évidemment, seulement. En réalité, on en a vraiment très très peu parlé dans les médias grand public, voire pas du tout. Ça ne vaut pas le transfert de Lionel Messi. Alors, ce rapport, pourtant, il est remarquable, mais selon moi, il y a un souci. Il y a un souci, non pas dans ce que font les climatologues, mais peut-être dans ce qu'ils ne font pas. Il y a un souci dans la manière dont la problématique climatique est prise en compte dans le débat. Alors, j'ai 3 messages à vous faire passer. Ah oui, non, enfin, en fait, j'en ai 100 à vous faire passer. Mais comme on m'a donné qu'une demi-heure, alors 3 messages à vous faire passer. J'en ai choisi 3. Le message numéro 1. La problématique est mal posée. En fait, est-ce que l'humanité fait face à un grave problème de climat? Oui, indéniablement oui. Mais est-ce que c'est le grave problème de l'humanité? Est-ce qu'il n'y a que ça? Moi, je ne pense pas. Je vais vous expliquer ce qui est, selon moi, le grave problème. Le grave problème, c'est que notre civilisation est une méga machine qui convertit le monde naturel en déchets. Nous prélevons des ressources que nous transformons avec de l'énergie, puis que nous utilisons sous forme de biens, de services, etc. Un certain nombre de choses au sein des sociétés humaines. Et puis, en aval, on rejette des déchets et des pollutions dans le monde naturel. Voilà comment ça fonctionne. Alors, on reboucle certains flux dans le système, on circularise certaines choses, certaines sous-parties. Mais globalement, c'est un flux linéaire qui dégrade la nature en déchets. Ces derniers sont solides, liquides ou gazeux. Et parmi les gaz, certains sont des gaz à effet de serre qui déséquilibrent le bilan radiatif de la Terre. Le changement climatique est donc une des multiples conséquences du problème. Problème qui peut être résumé de la manière suivante. En amont, on prélève de plus en plus de ressources à un rythme supérieur au taux de renouvellement pour celles qui se renouvellent. Et en aval, on génère davantage de pollution que ce que le système peut absorber pour ce qui est absorbable. Et au passage, on transforme, on détruit l'environnement, on le transforme plus vite qu'il ne peut s'adapter, on le détruit plus vite qu'il ne peut se régénérer. De l'amont à l'aval, la pression exercée par les activités humaines sur le système Terre dépasse désormais la capacité de celui-ci à encaisser. Voilà la véritable nature de la problématique. Alors le climat est un grave problème, oui, parmi d'autres graves problèmes. Le monde a des limites physiques, biologiques, écologiques. Des scientifiques du système Terre ont identifié 9 limites à ne pas dépasser, sous peine de mettre en danger la stabilité du système Terre, la stabilité de la planète, en fait. Alors, fun fact, contrairement à ce que pense M. Musk, on n'en a qu'une planète. Sur les 9 limites, au moins 6 ont déjà été dépassées. Le climat, donc, qui est hors de la zone de stabilité. Les cycles biogéochimiques, qui sont les grands cycles du vivant, notamment les cycles du phosphore et de l'azote, ont été dépassés, c'est-à-dire totalement déréglés. La biodiversité, qui est en plein effondrement. Également l'usage de l'eau douce, l'usage des sols, gravement dégradés par les activités humaines, et les pollutions qui s'accumulent et rendent toxiques tous les écosystèmes. Alors c'est une problématique qui est multifacette, dont le changement climatique n'est qu'une composante. Et pourtant, on embrasse aujourd'hui l'enjeu climatique comme le grand problème. Je parle évidemment de ceux qui se préoccupent déjà d'écologie, il n'y en a pas tant que ça. Alors, ça nous est présenté comme le défi majeur, défi suprême, si vous voulez, à relever. C'est un défi, je ne le nie pas, un sacré défi, mais le problème, c'est qu'on confond deux choses ici. On confond les mots et les symptômes. Et c'est très grave de confondre les mots et les symptômes. On traite le climat comme un mal alors qu'il n'est qu'un symptôme. Je vais vous expliquer avec une métaphore. Alors, je préviens tout de suite, ce n'est pas une métaphore folichonne, mais elle a le mérite d'être claire. Pourquoi cette méprise? Elle est lourde de conséquences, vous allez comprendre. Imaginez que vous ayez des maux de crâne chroniques, imaginez que vous ayez des problèmes de peau et qu'en plus vous ayez un problème de transit. Si vous traitez ces choses séparément, les unes indépendamment des autres, bon, bah écoutez, comme des problèmes, si vous les séparez, il y a des super bonnes nouvelles, c'est qu'il existe des solutions pour tout. Pour les maux de crâne, du paracétamol, pour les problèmes de peau, de la pommade, et puis pour les problèmes de transit, de la tisane par exemple. Toutes ces choses-là sont faciles. Ce sont des tout petits aménagements dans un quotidien. On soulage les symptômes et on peut continuer à mener sa vie habituelle dans de meilleures conditions. C'est formidable. Maintenant, imaginez que l'ensemble de ces choses-là, tous ces symptômes sont en fait les différentes manifestations d'une même maladie. Imaginez que vous ayez un cancer généralisé. Je vous avais dit que ce ne serait pas folichon. Imaginez donc ça. Alors croyez-vous franchement qu'en avant du paracétamol, en vous badigeonnant de pommade et en sirotant des tisanes, vous allez guérir le cancer? Non, non. Je ne sais pas qui l'a dit, mais non, on est d'accord. Donc, il faut bien saisir que la maladie ne requiert pas la simple somme des traitements aux différents symptômes. Ce n'est pas pareil, guérir la maladie et soigner les symptômes. Ce n'est pas une différence de degré, c'est bien une différence fondamentale de nature. Alors,
En fait, ce n'est que quand on a compris le cancer qu'on comprend la nécessité d'une thérapie de choc. Ce n'est que lorsqu'on a compris que la survie est en jeu qu'on comprend qu'il faut faire des arbitrages et des choix et des sacrifices difficiles. Une chimiothérapie, par exemple, c'est d'énormes sacrifices. Ce n'est pas un aménagement de la vie. La vie devient la chimio. Pourquoi on fait ça? Alors que c'est très compliqué, on souffre beaucoup. Ben on le fait parce qu'on sait que c'est ça ou peut-être mourir. Et donc on fait ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Pour survivre. Parce qu'on comprend que c'est ça qui est en jeu, on ne lésine pas. Si nous étions logiques aujourd'hui en tant qu'humanité, si nous avions une intelligence collective, alors ce que nous ferions aujourd'hui, c'est une espèce de temps mort mondial. On se réunirait, on déciderait d'une thérapie de choc à l'échelle de la planète. On consentirait de se réorganiser entièrement pour survivre. Vous voyez bien que ça paraît fou, hein, ce que je raconte. Mais c'est qui le plus fou? Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? C'est ma survie, la vôtre? C'est bien plus que ça. C'est l'habitabilité de la planète Terre pour un grand nombre, en tout cas d'espèces, et quasiment toutes les espèces développées. Et ça joue dans les 30 prochaines années. Voilà où on en est. Voilà la responsabilité qui nous retombe dessus. Alors on fait quoi? Dans le meilleur des cas, hein? Dans le meilleur des cas, on prend du paracétamol. Pour l'instant. Lorsqu'on prend à bras-le-corps le problème climatique, qu'on entreprend de tenter de décarboner une partie des activités humaines, c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. C'est loin d'être gagné, mais il faut tout essayer. Et si on y parvient, ne serait-ce que partiellement, ça soulagera le symptôme changement climatique, qui est tellement grave qu'à lui tout seul, il peut nous tuer. Donc allons-y, faisons-le, bien évidemment, faisons-le. Et pourtant, si on ne fait que ça, le cancer est toujours là. Nous faisons face à une conjonction inédite de problèmes gravissimes qui sont tous plus ou moins interconnectés. Alors essayer de les traiter indépendamment les uns des autres n'a aucun sens. Sans une approche systémique cohérente, ce que l'on fait, c'est soulager, dans le meilleur des cas, quand on y arrive, certains symptômes, en aggravant d'autres. On ne résout pas le problème, on le déplace. La maladie s'exprimera sous d'autres formes. Elle ne se volatilisera pas miraculeusement. Prenons un exemple. La stratégie qui voudrait qu'on développe des renouvelables pour gérer le problème climatique. Ça donne quoi? Dans nos sociétés à nous, c'est-à-dire les sociétés riches, hein, parce qu'entre nous, cette histoire de transition énergétique, c'est surtout nous que ça concerne. Nous, on développe des nouvelles technologies qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et c'est très bien, mais qui par ailleurs accentuent les flux miniers. On extrait plus de ressources en amont, des métaux, des minerais, pour les convertisseurs technologiques eux-mêmes, hein, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc., pour les dispositifs de stockage énergétique qui vont avec. Oui, au passage, on détruit des écosystèmes, on fait chuter encore plus la biodiversité, on pollue, on utilise un maximum d'eau, on pollue la nature en surface, mais également les nappes phréatiques en dessous. Il y a des problèmes de santé, des problèmes d'hygiène, des problèmes sociaux. On va aggraver certains symptômes pour en soigner un. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est une gestion des compromis, une hiérarchisation des priorités. De toute façon, c'est inévitable. Mais je dis juste, n'imaginons pas et ne prétendons pas qu'en procédant de la sorte, on résout le problème. On le déplace. On soulage certains symptômes, mais il y en a d'autres qui empirent. Il n'y a pas d'option parfaitement propre, hein, de toute façon, hein, c'est très rare, qui ne s'accompagnerait pas de ses propres problèmes. Et ce, d'autant moins que nous procédons à nos arbitrages sans conscience de toutes les implications et sans effort de cohérence systémique. Alors tout ça, toute cette transition énergétique, la véritable question que moi je pose, mais je pense qu'Aurélien, tu poses souvent à peu près la même, tu me diras si je me trompe, c'est pourquoi? Dans quel but? Pourquoi produire de l'énergie décarbonée? Pourquoi produire de l'énergie tout court? Projetons-nous un instant, que pensez-vous qu'il arriverait si jamais nous y parvenions? Imaginez, si nous décarbonions la production d'énergie. Alors ce serait très bien pour le climat, ça ne résoudrait pas tout, mais ok, ça soulagerait en partie le symptôme des dérèglement climatique. Juste sur la partie électricité, hein. Sur la partie, le reste de l'énergie, il y a encore du travail. Bon bref, ce serait à prendre comme effort. Mais ce serait de l'énergie, toute décarbonée soit-elle, au service de quoi? Au service d'une machine extractiviste, productiviste, pollutionniste, qui convertit le monde naturel en déchets. Donc on soulagerait partiellement le symptôme climatique, ok, très bien, et on prolongerait, on accélérerait peut-être même l'annihilation de la biosphère. Voilà ce qui se passerait. On ne résout pas le problème. Nous avons face à nous des enjeux et des défis vertigineux, en termes de criticité des implications, en termes de difficulté de la tâche, inédite, en termes de nature, de magnitude, d'urgence des efforts requis, en matière de prise de conscience des décideurs et des peuples, et de capacité à la mobilisation et à la remise en question. Ce que nous avons entrepris jusqu'à ce jour, c'est dérisoire. Dérisoire. On fait beaucoup d'efforts, on en parle beaucoup, il y a quelques milliards, mais c'est dérisoire. On est dans une forme de déni.
de la gravité du diagnostic. On fanfaronne en brandissant un cachet de paracétamol, on n'est même pas fichu de l'avaler correctement. Le problème fondamental n'est pas climatique, il concerne le dépassement des limites du système Terre. Et c'est de ça qu'on devrait parler. On dit aujourd'hui, bon, ça c'est bien, bonne nouvelle, que le climat c'est un problème systémique. Alors moi qui suis systémicien, ça me fait plaisir, la notion de systémique, le fait que c'est important de voir les choses d'une manière globale, multidimensionnelle, tout ça c'est en train de percoler un peu. Ok, très bien. Et donc le climat, c'est prégnant d'ailleurs dans le dernier rapport du GIEC, c'est un problème systémique. Sauf que, il n'y a pas une, mais plusieurs systémiques. Cette systémique-là devrait être enchâssée dans une systémique encore beaucoup plus large. La systémique du système Terre dans son intégralité. Ce n'est pas le cas encore. Conséquence, on reste sur les symptômes. Tous les gens qui se mobilisent sont focalisés sur la cerise et il n'y a quasiment personne sur le gâteau. Alors collectivement, socialement, sociétalement, nous avons honnêtement plusieurs trains conceptuels de retard dans la caractérisation de la problématique et donc dans la caractérisation de l'espace des réponses possibles. Alors, si on s'attaquait à la cause maintenant, si on le faisait, ça donnerait quoi? Si on s'attaquait vraiment à la cause des causes, on ferait quoi? On ferait la seule et unique chose dont on peut démontrer que ça fonctionne. Ça fonctionnerait. On ralentirait fortement, pas un peu, fortement. On organiserait une descente énergétique et matérielle, une diminution importante des flux d'énergie et des flux de ressources. Et en parallèle de ça, on investirait massivement dans la régénération des milieux naturels. On s'organiserait enfin pour aussi ficher la paix à la nature sauvage. Seulement pour en arriver là, il faudrait qu'on fasse évoluer fondamentalement notre rapport à la nature. C'est un changement profond. Il est à la fois dans comment on produit, dans comment on consomme, dans ce qu'on consomme, et dans comment on se comporte vis-à-vis des autres, vis-à-vis aussi des créatures non humaines, vis-à-vis de l'ensemble de la nature. Voilà, c'est un formidable défi. Un défi de quoi? Technique? Ben non, certainement pas. À la marge. C'est surtout un défi de changement culturel, peut-être même anthropologique, voyez-vous. Philosophique, éthique aussi. Bon, bref, tout ça, eh ben, il n'y a plus qu'à. Il faut l'organiser au niveau mondial dans les 10 années qui viennent. Voilà. J'ai fini. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Enfin bon, il faudrait l'organiser, il faudrait l'orchestrer. Cette distinction d'ailleurs entre il faut et il faudrait, elle est fondamentale et je vais y revenir. Bon, vous y croyez, vous, en ce sursaut culturel, anthropologique, planétaire, là, dans les 10 années qui viennent? C'est pour le moins compliqué. Est-il certain que nous parviendrons à opérer les changements majeurs qu'il nous faut opérer pour limiter le désastre planétaire qui est déjà considérablement amorcé? Alors prenons la mesure de la chose. Si nous faisions vraiment ce qu'il faut faire, nous remettrions en question toute l'économie mondiale, tous les modèles aujourd'hui économiques et macroéconomiques qui ne prennent pas en compte la limitation des ressources naturelles. Nous remettrions également sur la table tous nos modèles sociaux et sociétaux, nous réinventerions collectivement nos modes culturels, le tout dans cette première moitié de siècle. Vous vous doutez bien que ça ne va pas se produire, ou pas complètement, car la plupart des gens ne veulent pas changer, pas à ce point-là. La plupart d'ailleurs pensent, souvent à tort, qu'ils ne peuvent pas changer à ce point-là. Un des points focaux de la problématique, c'est bien entendu notre addiction à cette croissance économique qui est désormais gravée dans presque tous les objectifs nationaux et supranationaux, y compris les objectifs du développement durable, des choses comme ça, y compris dans la COP, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Nous avons un besoin vital d'organiser une grande descente énergétique et matérielle, de diminuer les flux d'énergie et de matière, mais cela implique de réduire la taille de l'économie. Et ça, on ne sait pas faire et surtout on ne veut pas faire. Car ça nous obligerait à revoir certaines ambitions et à déranger l'échiquier des rapports de force établis. Beaucoup de gens vous soutiendront mordicus le contraire. Hein. Ils vous diront « Mais non, on peut continuer de croître économiquement tout en allégeant la pression exercée sur l'environnement, bien sûr. On peut découpler. » Le mot est lâché, le découplage. C'est là un vœu pieux, bien compréhensible, mais hélas tout à fait candide. Une croyance qui s'ancre à l'antipode de la littérature scientifique sur le sujet qui commence à être déjà bien volumineuse. Une fois qu'on a compris le caractère intrinsèquement explosif de la croissance, un taux de croissance de quoi que ce soit, de quelque chose, un taux de croissance constant dans le temps mène à une augmentation exponentielle de ce quelque chose. Prétendre qu'on va pouvoir avoir ce beurre-là, cet argent-là, tout en obtenant les faveurs de la crémière et l'amitié du crémier, franchement, c'est nier les données existantes et c'est entretenir des fantasmes hors sol sur l'avenir. La personne qui vous affirme avec aplomb, plein d'arguments souvent,
qu'un découplage absolu et durable est possible entre les activités économiques et les impacts écologiques, en général, déjà, elle ne vous parle que des gaz à effet de serre, et même souvent que du CO2, et la plupart du temps, elle va s'appuyer sur certains exemples bien précis. Regardez tel pays, ils ont réussi à découpler. Ils ont émis moins de gaz à effet de serre, alors que dans le même temps, le taux de croissance économique est resté positif. Donc c'est possible. Super. Bravo. Oui, il y a quelques pays qui ont réussi à le faire. Mais encore, le fait qu'un pays y parvienne, c'est une bonne nouvelle pour le climat. Non, parce que si certains pays peuvent le faire, et encore, il faut voir, est-ce qu'ils peuvent le faire durablement? Comme par hasard, vous remarquerez, ce sont toujours des pays riches, des pays désindustrialisés, dont l'économie contient une proportion importante d'activités intellectuelles à haute valeur ajoutée. Et s'ils peuvent le faire, c'est parce que d'autres pays moins riches se chargent de la production massive de matières premières et des produits manufacturés de base. Un pays riche ne peut être tertiarisé que si les secteurs primaires et secondaires sont assurés ailleurs. Les expériences nationales exceptionnelles de quelques pays ne peuvent en aucun cas être extrapolées à l'ensemble de la planète. C'est impossible. Et je rappelle que nous n'avons qu'une seule atmosphère, alors donc ça fait peu de différence que les molécules de gaz soient émises ici ou là-bas. Donc c'est une amélioration, le fait que certains pays décarbonent, ok, très bien, super, mais ce n'est pas une solution. Pas en matière de climat en tout cas. Or, on mise tout là-dessus et on présente ça comme une solution. On se leurre, on est dans une forme parmi 1000 de déni. Oh non, tiens, après ça. Donc présenter la transition énergétique comme la solution pour le climat, ben non. Présenter la soi-disant croissance verte comme la solution à tous nos problèmes, comme on le fait régulièrement, on l'entend régulièrement, le nouveau gouvernement commence à le faire, sur fond de découplage entre l'intensité économique d'un côté et la pression exercée sur le système Terre de l'autre, non, clairement, non. Il n'y a rien qui permet, absolument rien qui permet de dire que c'est possible, tout pointe sur le contraire, vers le contraire. Et encore là, je parlais que des gaz à effet de serre, mais si vous avez bien compris, ce n'est qu'une dimension de l'affaire. C'est-à-dire que pour tout le reste, il faudrait aussi un découplage pour que cette idée de croissance verte soit possible. Quand je dis tout le reste, par exemple avec la destruction des écosystèmes. Est-ce qu'il y a un découplage entre l'économie et la destruction des écosystèmes? Pas du tout. Ah ben non, c'est toujours plus là, c'est toujours pire. Est-ce qu'il y a un découplage entre l'économie et les pollutions? Non, il y en a toujours plus, beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un découplage avec, par exemple, le fait des flux de ressources qu'on extrait, qu'on utilise? Non, 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 il y a un surcouplage. On intensifie substantiellement les flux de ressources. Pour produire un point de PIB aujourd'hui, on utilise plus de matières premières que pour produire le même point de PIB il y a 20 ans. On ne se rapproche pas d'un découplage, on s'en éloigne. Et pourtant, on dit, ouais, on va tout miser là-dessus. Cette croissance verte, c'est une vaste supercherie intellectuelle. Il s'agit d'un... Mais ne croyez pas sur parole, hein, renseignez-vous. Là, il y a plein de choses. Ne choisissez vos lectures aussi. Allez voir des véritables études scientifiques, pas des articles de je ne sais qui, Luc Ferry ou autre, dans le Figaro. Il s'agit d'un concept en vogue, car séduisant pour tous les privilégiés de ce système qui refusent d'en changer. Mais c'est un piège. Et investir aujourd'hui toutes nos ressources publiques, notamment dans la quête de ce mirage, c'est se condamner collectivement. De toute manière, la grande descente énergétique et matérielle dont je vous parle, si nous échouons à l'organiser, nous la subirons. Il y a plein de raisons pour cela. Une des raisons, c'est que notre économie mondiale n'est rien d'autre qu'une pyramide de Ponzi. Pour que ça continue de fonctionner, pour que ça ne se casse pas la gueule, il faut toujours plus d'énergie et de matières premières, sinon ça s'effondre. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va avoir de moins en moins d'énergie et de matières premières dans les années et les décennies qui viennent. Voilà. Alors on le comprend. Et on organise cette descente pour se donner une chance de pouvoir la piloter dans les meilleures conditions possibles, où on continue à pourchasser des chimères, tout en refusant d'accepter nos vulnérabilités, et puis on se met en position de subir des chocs systémiques dans le chaos et la tragédie. On constate un dépassement des limites planétaires, un effondrement du vivant, une explosion des pollutions, de la toxicité des habitats, et que se dessinent à l'horizon des problèmes monstrueux d'accès à des ressources stratégiques, pétrole, minerais, et à des ressources vitales, une nourriture saine, de l'eau potable. Et malgré tout, ce qui semble nous terrifier le plus, c'est encore l'idée que l'économie pourrait décroître. Nos concepts abstraits nous obsèdent, tandis que le délitement du monde bien réel nous indiffère. Aïe, aïe, aïe. Il faut revenir sur Terre. Vite. On y est d'ailleurs. Il faut juste reprendre conscience qu'on est sur Terre. Il faut bien sûr pas nier que durant les 30 glorieuses, la croissance s'est accompagnée d'améliorations notables de nos vies, de progrès techniques, de progrès humains. Il y en a eu, oui. Mais parce que ces progrès, tout cela, c'est parce que la croissance était accompagnée de progrès politiques et socio-économiques, parce qu'on investissait dans des infrastructures essentielles, dans la santé, dans l'éducation, des choses qui ont effectivement bien amélioré la qualité de vie des gens. On est passé de pas de frigo à un frigo, de pas de téléphone à un téléphone, de pas de téléviseur à un téléviseur. On aurait peut-être pu s'en passer, mais enfin bon, mine de rien, il y a eu des choses intéressantes avec ça, ça change la vie. Mais aujourd'hui, que permet la croissance? De passer de 20
à 150 types de yaourts qu'on peut mettre au frigo? De passer de 5 à 8 écrans chez soi, dans chaque foyer? De 6 à 300 chaînes de télévision? Vous croyez-vous plus épanoui que les gens qui avaient le même âge que vous dans les années 70? Il y a toujours des cas particuliers, bien sûr. Mais bon. En moyenne. La corrélation entre croissance du PIB et bien-être, ou même espérance de vie en bonne santé, ça c'était avant. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui auraient bien besoin de croître économiquement, oui, sous certaines conditions, si des investissements sont faits dans les choses essentielles, s'il n'y a pas trop d'inégalités et de corruption, et que, évidemment, le surplus de croissance n'est pas capté, accaparé par une petite caste sans foi ni loi. Il y a plein de conditions. Et là, ok, d'accord. Et pour le reste, on n'a plus besoin de croître, il faut sortir de cette idée-là. C'est absurde, et ça nous tue. Nous alimentons de surcroît cette vague conviction que la fin de la croissance économique engendrerait la fin du progrès. Ah, c'est le thème aujourd'hui. Vous avez vu, je suis malin, hein? J'ai casé le mot progrès. Dans ce cas, pourquoi s'enquiquiner à réécrire tout le logiciel économique, social et politique comme le préconisent certains hurluberlus ou certains oiseaux de malheur comme ce Keller ou ce Barrault? On ne veut pas le faire. Et donc voilà, il faut bien se le dire. Rien ne se produira tant qu'on ne comprendra pas, tant qu'on ne ressentira pas, tant qu'on ne visualisera pas, tant qu'on ne réalisera pas, tant qu'on ne voudra pas et tant qu'on ne décidera pas de tourner la page sur le chapitre en cours de l'histoire de l'humanité et de commencer un nouveau chapitre. Tout ça, c'était mon premier message. Les autres sont plus courts. Le climat n'est qu'un problème parmi d'autres et il faut, pour résoudre le problème du climat, remonter à la cause des causes. Cela veut dire réduire les flux d'énergie et de matière. Cela signifie réduire la taille de notre économie parce qu'on ne sait pas le faire sinon. Et celui qui vous soutient une fois de plus que le contraire est un idéologue. Moi, je m'adresse à vous en qualité d'expert, avec une formation initiale d'ingénieur, comme on vous l'a dit, et je vous l'affirme, les lois de la physique prévaudront sur celles des sociétés humaines. Soit nous adaptons les secondes aux premières, soit nous en sommes incapables, et les premières s'imposeront aux secondes de façon implacable. Une politique de décroissance doit être pensée et organisée. Les territoires français peuvent montrer l'exemple. Il y a des expérimentations. La décroissance n'est pas l'inverse de la croissance. Il faut bien comprendre ça. Je sais que c'est compliqué, mais il faut bien le comprendre. Ce n'est pas la baisse du PIB, ça c'est la récession ou la dépression. Non, la décroissance, c'est un projet de société. C'est, d'ailleurs, de mon point de vue, un projet que j'appelle de mes voeux, mais ce n'est pas pour des raisons de préférence idéologique. Rien ne me pousse vers ça, très honnêtement, à la base. Non, c'est simplement parce que mon travail d'expert m'a conduit à conclure que c'est l'unique chance qui nous reste d'éviter un désastre sociétal, voire planétaire, majeur. Il y en a déjà un en cours, mais le limiter. Ce projet de société, il consiste à organiser la descente énergétique et matérielle dont je vous parle, tout en réformant le modèle économique et social, afin précisément que cette désescalade économique ne s'accompagne pas d'une terrible casse sociale. C'est un projet de société. Et le progrès technologique, il pourra peut-être jouer un rôle utile s'il est mis au service de ce nouveau projet de société. Voilà pour le premier message. Message numéro 2, vous l'aurez compris, c'est tendu. On ne peut plus décemment faire preuve aujourd'hui de confiance aveugle dans la capacité des hommes à s'en sortir d'une pirouette géniale. Et donc il manque quelque chose. Il manque quelque chose d'essentiel dans toutes les stratégies qui sont déployées ou annoncées, y compris celle du GIEC. Alors j'y retourne un petit peu. Aujourd'hui, c'est quoi la démarche du GIEC? Le GIEC, il est organisé en 3 groupes de travail. Le premier, il étudie la science du changement climatique pour comprendre, et les 2 autres groupes font des choses pour agir. Le premier étudie l'adaptation au changement climatique, et le second, il est dédié à l'atténuation du changement climatique. La stratégie, je vois que la barre s'est déplacée vers la droite, mais c'est pas grave. La barre verticale était censée être bien entre les 2 mots. La stratégie, c'est donc, d'un côté, atténuer le changement, de l'autre, adapter nos sociétés au changement. La question importante que je pose, c'est « et si on n'y arrivait pas ?» Ou pas assez bien, pas assez profondément, pas assez vite. Si on n'arrivait pas à atténuer suffisamment le processus, si on n'arrivait pas à réorienter nos sociétés pour les rendre compatibles avec la biosphère. C'est quoi le plan B? Non, c'est pas censé être ça. Bon, il y a une slide qui a sauté, je suis désolé. Voilà. Alors c'est quoi le plan B? Notre échec collectif jusqu'ici est éclatant. Et nos marges de manœuvre s'érodent rapidement. Il y a moins d'1 mois a été rendu public l'état du climat mondial 2021 de l'Organisation météorologique mondiale, et le secrétaire général de l'ONU a qualifié ce rapport d'une litanie lamentable de l'échec de l'humanité à lutter contre le changement climatique. Pour l'instant, nous sommes en plein échec.
Alors on continue notre petite vie en espérant mollement que ils, on ne sait pas trop qui c'est, se ressaisiront, ou on commence à se poser la question, et si on n'y arrivait pas? On entend, il faut faire ci, il faut arrêter de faire ça. En fait, il faudrait, d'accord? Bon, c'est très bien de produire des propositions pour changer la société. Il y en a plein, il y en a qui sont très bien, très pertinentes, qu'il faudrait appliquer. Et sinon, c'est quoi le plan B? J'y reviens toujours, c'est quoi le plan B? On fera quoi quand des basculements nous seront imposés? On fera quoi quand des pannes et des pénuries nous frapperont, certaines peut-être définitives? On réagira comment quand des approvisionnements aujourd'hui vitaux s'arrêteront? Et ce jour-là va venir. Je n'ai pas dit que toute la société basculerait du jour au lendemain, mais il y a des choses qui vont s'arrêter du jour au lendemain. D'autres, ça sera plus graduel. C'est quoi le plan B? Ils sont où les canaux de sauvetage? Elle est sympa cette croisière, hein? Ils sont où les canaux de sauvetage? Il ne faut pas attendre le moment du naufrage pour se préoccuper des chaloupes. Il faut anticiper et construire un plan B maintenant, car les choses s'accélèrent, les exponentielles s'installent un peu partout. Pour revenir au GIEC, à mon sens, ça devrait faire l'objet de la création d'un 4e groupe de travail qui plancherait sur un plan de secours au cas où les propositions des groupes 2 et 3 ne suffiraient pas ou ne marcheraient pas. Ce serait là, honnêtement, le b.a.-ba de la clairvoyance et de la prévoyance. Ce plan B, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de vivre. C'est pas seulement comment on produit, comment on consomme. Souvent, on vous dit, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne devriez plus faire, moins d'avions, plus de vélos, moins de viande, plus de produits locaux et de saison, etc., etc. Vous avez remarqué que tout ce qu'on vous dit que vous pouvez faire, c'est en tant que consommateur, individuellement? Bon, ben alors allez-y, faites-le, hein. Ça joue dans l'équation. Mais il faut faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que citoyen, collectivement? La question, elle est là. Le changement, il est là. Pour moi, c'est là que ça se joue. Pour peser, d'un côté, peser sur le système en place, essayer de le faire évoluer, d'en réécrire les règles, de stopper de force, s'il le faut, les activités les plus mortifères, de prendre de force, peut-être pas, mais en tout cas, ouais, pourquoi pas, ma foi, le pouvoir, mais aussi, en parallèle, bâtir une alternative sociétale, le monde d'à côté. C'est pas l'un ou l'autre, c'est bien les deux. La résilience est au cœur de ce monde-là, la résilience collective. Une précision, quel type de résilience collective? C'est pas ou pas seulement celle du GIEC. J'y reviens encore, parce que c'est juste pour bien expliquer les choses, hein, je n'ai rien contre le GIEC. Mais parce que le GIEC, ben aussi, il nous parle de résilience, mais d'une forme très spécifique de résilience, qui est la résilience climatique, face à des aléas climatiques. Moi, je vous parle d'autre chose. Je vous parle du délitement probable de nos sociétés dans les prochaines années et décennies. Face à ça, les logiques et les dispositifs existants de prévention des risques et de gestion des crises sont inadaptés et seront inopérants. Quand la bascule se produira, quand des bascules se produiront. La résilience dont je vous parle, c'est la capacité collective des gens dans les territoires à s'auto-réorganiser dans le cas d'une rupture de continuité profonde que les autorités ne sauront pas gérer. Dans ces cas-là, est-ce qu'on est résilient? C'est là qu'on le voit, et ça ne s'improvisera pas. Il faut la préparer, maintenant, ensemble. C'est une démarche culturelle, c'est une mise en action, c'est un mouvement qui doit partir du bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gens en haut qui aident si on en trouve, mais ça ne peut que partir du bas. Ça doit se mettre en récit de façon inspirante pour embarquer le plus de gens et le plus de territoires possible en France et ailleurs. Voilà, ça c'était mon deuxième message. Non seulement le climat, c'est qu'un sous-problème d'un problème largement plus grave dont on ne parle toujours pas, mais en plus, il faut créer des canaux de sauvetage, un plan B au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Et j'ai un troisième et dernier message. Il faut réapprendre à accorder de l'importance aux mots et au concept derrière les mots. Vous devez, c'est malheureux mais c'est ainsi, vous méfier des mots dans le monde dans lequel on vit. Le monde dérive de plus en plus vers une dystopie orwellienne dans laquelle les mots signifient leur contraire des fois, leurs concepts sont vidés de leur substance. Je vous invite à taper mon nom sur un moteur de recherche, celui que vous préférez, si ça vous intéresse bien sûr, et puis d'entendre ce que j'ai à dire, mais ou à proposer, mais d'autres personnes aussi, hein, je ne suis pas le seul. Pour recadrer le sens de mots comme décroissance, j'en ai parlé un petit peu, durabilité, résilience, innovation. Pour moi, ce sont des concepts hyper importants pour l'avenir et pourtant, ils sont tragiquement mécompris, ils sont déformés, dénaturés, trahis, instrumentalisés, déclinés à toutes les sauces avec des effets de bord fort préjudiciables. Parmi les concepts à repenser en profondeur, quelques-uns avant de clôturer, il y a bien sûr celui de progrès. Il n'y a jamais eu d'équivalence entre un progrès technique et un progrès humain. Jamais. Ce que je veux dire quand je dis jamais, c'est que ça n'a jamais été une règle. Alors, des fois, dans certains cas, oui, mais souvent, non. Tout dépend du projet. Et donc, tant qu'on ne pose pas la question du projet, tant qu'on ne parvient pas à amorcer une conversation publique, globale, pour discuter des choses sur lesquelles nous pouvons tous être alignés,
la sécurité générale de nos lieux de vie, la solidarité, la cohésion et la résilience comme ferment d'une paix durable, dans un monde de plus en plus instable et incertain, tant qu'on ne converge pas vers ce que l'avenir devrait, selon nous, offrir pour que chacun puisse s'y réaliser, tant qu'on ne réévalue pas les besoins, et tant qu'on ne décide pas de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut améliorer, de ce qui doit croître, et oui, peut-être, mais aussi de tout ce qui doit décroître et de tout ce qui doit cesser. Tant qu'on ne fera pas tout ça, la notion même de progrès sera non pertinente. On jugera de si on progresse dans la bonne direction quand on aura choisi un cap. Là, il n'y a pas de cap, il n'y a plus de vision. Donc, il faut co-construire une vision de l'avenir et des chemins pour y aller. Un autre concept qui a repensé, c'est celui de génie humain et d'intelligence. Je l'ai mis un peu dans le même panier, mais bon, on pourrait faire des ergotages sémantiques. On entend souvent le lieu commun, on va s'en sortir parce qu'on est intelligent. J'ai une question, qui est on? L'intelligence, c'est avant tout une propriété des individus, pas des espèces ou des sociétés. Or, l'intelligence collective, ça peut exister, mais ça s'apprend, ça s'organise, ça se travaille, ça s'improvise très mal. Donc, pour ça aussi, il faut travailler ensemble. Ok, donc on peut éventuellement imaginer qu'une intelligence collective pourrait émerger, mais attention, méfions-nous de l'intelligence. C'est tranchant, c'est à double tranchant l'intelligence. Vous savez, pour la plupart des gens, dans la manière dont se comportent la plupart des gens, selon moi, l'intelligence, c'est la capacité à justifier ce qu'on veut croire ou ce qu'on veut faire. Comme la technologie, c'est un outil, tout dépend de la vision, du projet au service desquels elle est mise. Et donc, arrêtons de nous focaliser sur l'intelligence. Ok, on est super intelligent, d'accord, très bien, mais quelles sont les valeurs qui nous définissent? L'intelligence sans valeur, orientée vers l'intérêt général, c'est le ver dans la pomme. Ensuite, le concept de liberté. Ouais, je pense que c'est bien d'en parler. Vous avez remarqué que dès qu'on parle de limites, de contraintes, comme je viens de le faire, de descente énergétique et matérielle, de décroissance, on se retrouve caricaturé en dictateur. Et ces idées sont qualifiées de liberticides. Mais c'est quoi la liberté? On est en France, la devise de la République française, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. La fraternité, est-ce que c'est une notion individuelle? Est-ce qu'on peut être fraternel tout seul? Ben non, ça s'applique à la société. Pareil pour l'égalité, je ne suis pas égal tout seul. C'est une notion sociétale. Alors pourquoi il en irait différemment de la liberté? Quand on parle liberté, égalité, fraternité, c'est la société libre. C'est quoi une société libre? C'est juste une addition de libertés individuelles, qui sont d'ailleurs de plus en plus réduites à un simple droit à l'individualisme. Dans une société libre, qui garantit les conditions de la liberté pour tous, c'est un équilibre pour lequel on doit lutter en permanence, car il est totalement et constamment menacé par des idéologues obsessionnels du pouvoir de domination. Donc, cette liberté-là, c'est un équilibre entre les droits et les devoirs, entre les libertés et les limites. Celle des uns s'arrête où commence celle des autres. Fixer des limites, a priori quand celles-ci sont dictées par la science en physique, en biologie, en écologie, ce n'est pas liberticide. C'est au contraire la condition d'une société durablement libre. Et ceux qui veulent à tout prix préserver leurs libertés individuelles, y compris celles de polluer sans limite, de détruire, de gaspiller, etc., ceux-là font, vous remarquerez, presque toujours partie des gagnants du système. Et ce qu'eux, ils appellent liberté, en fait, ce sont leurs privilèges. Pour clôturer, un dernier concept que je pense urgent de se réapproprier, celui de responsabilité. Si ça tenait qu'à moi, on l'ajouterait au fronton aux côtés des trois autres. L'enjeu aujourd'hui, il est inédit. Il nous faut, ou faudrait, des outils, des modes de pensée, des méthodes, une énergie, une force, une conviction, un courage. Il nous faudrait, des décideurs, mais aussi des citoyens, d'une nature inédite aussi. Il est temps de se réinventer. C'est l'habitabilité de la planète qui est en jeu, je vous l'ai déjà dit, et ça se passe maintenant. Nous ne nous sentons pas forcément coupables pour le passé, mais nous sommes tous responsables de l'avenir. C'est comme ça, il n'y a plus le choix. Alors organisons-nous en écosystème. Le changement demande des initiatives collectives ambitieuses, et les faire fonctionner, ça va requérir des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. À vous de savoir dans quelle catégorie, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, vous vous trouvez ou vous désirez vous trouver. Et go! En avant, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Face aux défis inédits qui s'érigent à l'horizon et s'apprêtent à déferler sur nos certitudes, il faut toutefois reconnaître donc que nous manquons à ce jour d'une stratégie pour organiser cette descente énergétique et matérielle, qui sera donc, de toute façon, soit comprise, anticipée, organisée et potentiellement au moins en partie pilotée, soit subie dans la douleur. À titre personnel, je préfère la première option. Le choix nous appartient, il est entre les mains de toutes les citoyennes et de tous les citoyens qui sommeillent en nous tous.
Réveillons-les. Merci. Bien. Arthur a donc brillamment rappelé que la situation dans laquelle nous nous trouvons est intenable. On peut le voir finalement de multiples façons. Par exemple, en notant que la courbe des prélèvements, ce qu'il a rappelé, est au-dessus de celle des ressources, ce qui ne peut pas durer. Par exemple, en comprenant que les seuils de relaxation sont dépassés. Par exemple, en notant qu'un certain nombre de points dits de non-retour sont d'ores et déjà atteints et bien plus rapidement que prévu. Par exemple, en soulignant cette évidence, les stocks d'énergie s'épuisent. Par exemple, en remarquant que les conditions d'habitabilité de la planète sont en passe d'être détruites. Par exemple, enfin, en rappelant qu'une rétroaction positive, ce qui est essentiellement à l'œuvre aujourd'hui dans l'écosystème, c'est ce qu'on nomme en physique une instabilité. Tout cela relève de la bonne logique scientifique élémentaire que nul, je suppose ici, n'oserait contester. Mais j'aimerais ajouter, face à cet implacable constat, que la situation est pire encore. Car quand bien même elle s'avérerait tenable, ce qui n'est pas le cas, loin s'en faut, j'y insiste, je crois qu'elle ne serait pas souhaitable. C'est donc une double raison majeure qui devrait nous enjoindre à une révolution dans notre manière de faire monde. Pourquoi la direction n'est-elle pas désirable à mon sens? D'abord, il est très essentiel de ne pas confondre le durable et le souhaitable. Ça n'a rien à voir. Ce serait une faute catégorielle. Vous savez que les régimes politiques les plus durables sont bien souvent les plus brutaux. Vous savez que les croyances les plus pérennes sont bien souvent les plus délirantes. Qu'un état de fait puisse perdurer ne signifie donc pas le moins du monde qu'il soit éthiquement, esthétiquement ou épistémiquement louable. Les 1000 milliards d'animaux que nous tuons chaque année dans des conditions souvent épouvantables, et qui plus est en les ayant la plupart du temps privés d'une vie précédant la mort, ce qui, quand on y réfléchit, est plus grave encore, serait-il insignifiant si la situation était pérenne? Les 800 000 êtres humains qui meurent prématurément chaque année en Europe de la pollution seraient-ils anecdotiques s'ils étaient compensés par autant de naissances? Ça n'a aucun sens. Soyons un peu sérieux. Il ne suffit plus de se demander si l'on peut continuer ainsi. La réponse est scientifiquement connue et elle est négative. La décroissance, ce n'est pas une provocation idéologique, une sorte de lubie de subversif chevelu. Non, c'est de toute façon ce qui nous attend, c'est factuel. Je vous le dis de façon très solennelle, c'est physique. Le meilleur des économistes, et vous en avez accueilli ce matin, ne saurait déjouer les lois de la thermodynamique. Les flux d'énergie vont diminuer, la croissance va diminuer. C'est un fait. La question importante est, est-ce qu'on y perd? La question importante est, doit-on subir cette décroissance, entendue ici plutôt au sens de récession, ce qui effectivement n'est pas du tout la même chose, avec les conséquences connues désastreuses en termes géostratégiques, politiques, sociales, biologiques, ou profite-t-on de cette opportunité pour redéfinir en profondeur les attendus du modèle qui la redoute et la fétichise? Je suis content d'aborder cette question dans un forum de grandes écoles, parce qu'il va falloir que nous fassions preuve d'un peu d'humilité,
que nous pensions contre nos intérêts et contre nos habitudes, que nous désapprenions nos fondamentaux. Ne croyez pas que vous soyez, que nous soyons, parce que les universitaires sont dans le même bateau, en position favorable pour comprendre et traiter cette crise civilisationnelle. C'est l'inverse. D'une part, parce que quelle que soit votre bonne volonté, dont je ne doute pas, il vous sera difficile de trahir l'héritage d'un système qui vous favorise, vous flatte et vous sert. D'autre part, parce que, et je l'ai souvent constaté chez mes collègues chercheurs, parce que la compétence technique et disciplinaire est en général, hélas, un frein à la compréhension globale d'une situation d'ampleur exceptionnelle qui requiert une capacité déconstructrice profonde et disséminée. Les scientifiques aiment à penser que nous sommes face à un problème technique qui aurait une solution technique. Rien n'est plus faux. Il va falloir que nous commencions par descendre de nos piédestaux et que nous réapprenions la base de ce que nos formations d'élite ont pris soin de ne pas même envisager de nous faire étudier. Autrement dit, je crois qu'il va falloir refuser de jouer un simple bon coup dans un jeu où les règles font que de toute façon, à la fin, tout le monde perd. Résumons-nous. La vie périclite sur Terre. Nous sommes dans une extinction massive qu'il conviendrait d'ailleurs de nommer une extermination délibérée. Quelques chiffres très rapides qui résument tous les autres. Vous savez qu'en quelques années, il semble que nous ayons perdu, comprendre que nous ayons tué, environ les 2/3 des populations dans la branche du vivant qui comporte le plus grand nombre d'espèces et le plus grand nombre d'individus. Il semble qu'en quelques décennies, nous ayons tué les 2/3 des populations de mammifères sauvages et de la plupart des poissons. Et il semble enfin qu'en quelques millénaires, nous ayons éradiqué les 2/3 des arbres. La conséquence et la conclusion est sans appel, la vie est en chute libre, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. En parallèle, 1,5 million d'êtres humains meurent chaque année de la pollution en Europe et sur le pourtour méditerranéen. Nous représentons 0,01% des vivants et nous sommes à l'origine de 85% des morts. L'ONU, qui n'est pas une instance particulièrement alarmiste, considère qu'il faut compter environ 1 milliard de réfugiés climatiques à horizon de 30 ans. Comprendre la guerre mondiale. Ce n'est pas une analyse apocalyptique, c'est une évidence géopolitique. Et ici, dans cette salle, magnifique, luxueuse, climatisée, nous dissertons avec politesse et sérénité, comme s'il s'agissait d'une lubie ou d'une fable, comme s'il s'agissait d'une anxiété relevant en réalité d'une sorte de faiblesse psychique. C'est un peu sidérant quand on y réfléchit, n'est-ce pas? On s'inquiète de ne pas trop angoisser les foules, mais on s'intéresse peu à la cause cardinale d'un désastre annoncé qui, je le rappelle, est déjà en cours, qui n'est pas une crainte pour demain, mais qui est un constat factuel pour aujourd'hui. Comme l'a mentionné Arthur, ne croyez pas, pardonnez-moi d'y revenir, mais l'erreur est tellement généralisée. Ne croyez pas que tout va s'arranger par une astuce ingéniérique qui permettrait de réduire les émissions de CO2. Ne l'imaginez même pas une seconde, pour plusieurs raisons extrêmement simples que quiconque a réfléchi plus de 3 minutes au sujet a bien évidemment déjà en tête. Premièrement, parce que le temps d'épuration du CO2, c'est 10 000 ans. Autrement dit, l'infini par rapport aux échelles de temps caractéristiques du problème qui nous intéresse. Donc, il va falloir faire avec ce que l'on a déjà émis, et ce que l'on a déjà émis suffit à déstabiliser le système. Deuxièmement, parce que, et Arthur l'a magnifiquement montré, le climat est un symptôme, c'est une conséquence.
Guérir le climat revient à diriger l'extincteur sur le sommet des flammes. Ça n'a aucun intérêt. Troisièmement, parce que même sans le moindre degré d'élévation de la température, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. J'ai discuté avec des ministres qui ne savaient pas ça. C'est un peu bêta quand même. Le réchauffement, ce n'est qu'un tout petit aspect d'un problème fondamentalement plurifactoriel. Pollution, artificialisation des sols, acidification des océans et surtout perte des espaces de vie, c'est-à-dire expansionnisme de l'humanité. Quatrièmement, pour l'essentiel, la propreté de l'énergie n'a pas grande importance. Tant que vos professeurs, aussi éminents soient-ils, appellent progrès ou croissance le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par un parking de supermarché, les questions n'auront aucun sens et aucun intérêt, et ça sera perdu d'avance. Mais c'est le cas en ce moment. C'est le monde dans lequel on vit. Cinquièmement, prenons l'exemple de la fusion nucléaire. Imaginez que nos collègues ingénieurs et chercheurs parviennent à nous donner une source d'énergie quasi infinie et quasi propre. On est sauvé ? C'est exactement l'inverse. Je crois que ce serait la pire catastrophe à laquelle nous puissions être confrontés, pour une raison très simple, qui n'est même pas celle des fameux effets rebonds, qui commencent enfin à être heureusement comprises des spécialistes, mais tout simplement parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'origine de l'énergie, c'est ce que nous faisons de l'énergie. Et nous l'utilisons majoritairement pour mener une guerre totale contre la vie. Tant que cet objectif demeure celui que nous visons, peu importe le chemin, c'est un problème de valeur. Sixièmement, je le dis de façon métaphorique un peu désuète, les astuces techniques aujourd'hui consistent à peindre des petites fleurs roses sur les bombes que nous lâchons sur la biosphère. Ça n'est pas très utile et ça n'est pas très sérieux. La véritable question est, veut-on faire perdurer ce pilonnage ? Alors, quel est le problème ? C'est une catastrophe axiologique. Ça n'a rien à voir avec un problème d'ingénieur ou de technicien. Il ne s'agit pas de trouver une solution, une énergie verte ou ne sais-je quelle ineptie. Il s'agit d'interroger l'énoncé. Il s'agit de comprendre que ce que nous appelons croissance ou progrès signifie en réalité prédation suicidaire. Il n'est donc pas question de diminuer les externalités négatives. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais de reprendre entièrement l'architecture symbolique, sémiotique et ontologique qui nervure ce désastre. Le problème, je vous donne un exemple d'une discussion que j'ai vécue il y a quelques jours avec de très éminents chercheurs au plus haut niveau. C'est qu'ils considéraient que la chute de la biodiversité, quelle expression pauvre d'ailleurs, était, disons, comme les forêts qui partent en fumée, un facteur aggravant. Mais un facteur aggravant de quoi ? De notre perte de confort ? Mais enfin, la disparition de la vie, ça devrait être le problème en tant que tel pour un vivant, n'est-ce pas ? Ne pas l'avoir compris, c'est déjà obérer toute possibilité de solution du problème. Il est fréquent d'entendre dire que les efforts à consentir pour sauver ce qui peut l'être, j'insiste sur le « ce qui peut l'être » parce que les morts ne revivront pas de toute façon, que ces efforts donc devraient être considérables. Je crois que c'est à la fois inexact et exact. C'est vrai, parce que si vous pensez en termes de diminution drastique nécessaire de la pollution, de l'artificialisation, des émissions de CO2, de la production de déchets, des exterminations animales, comme autant de gestes qui étaient pour vous méliorativement connotés, alors en effet, demain va être dur et il faudra se serrer la ceinture. Mais je crois que le penser ainsi, c'est déjà rater le problème. C'est voir en petit gestionnaire. C'est ne pas comprendre notre niveau d'aliénation. C'est ne pas même vouloir questionner les implicites de ce qui entraîne la chute. Sérieusement. Sérieusement, remplacer un réseau social débilitant, ce qui est presque un pléonasme, par un livre. C'est vraiment un effort, une perte, une décroissance, une récession ?
remplacer un voyage instagramisable à l'autre bout du monde par la découverte sincère de toute cette altérité qui nous frôle et que nous ignorons, ça serait vraiment un effort, une perte. Remplacer une dépendance à ce luxe suranné par un désir de partage, ce serait un effort. Remplacer un bout de cadavre, appelons la viande par son véritable nom, dans son assiette par un délice sans douleur, ce serait un effort. Sans doute, trouvez-vous que tout cela, ce sont des exemples un peu superficiels, que ça sonne désuet, presque gentillet, n'est-ce pas? Vous avez tort. Vous avez tort parce que ce que je veux ici souligner, c'est finalement que le monde que nous élaborons en ce moment, disons celui d'Elon Musk, qui, après avoir intensément contribué à la destruction de cette planète, entreprend de bousiller le ciel, que ce monde est sale, triste et fade, pour ne pas dire hémétique à plus d'un titre. Un réel, celui que nous échafaudons, où les satellites artificiels sont en train de remplacer les étoiles, ne mérite peut-être plus d'être habité. Pour nommer cela progrès, je crois qu'il faut avoir atteint un niveau d'endoctrinement qui dépasse celui des dictatures que nous moquons souvent. En réalité, ce que je veux dire, c'est que même durable, ce qu'il n'est pas, l'univers que créent aujourd'hui les délinquants éduqués, qui s'évertuent en réalité à faire perdurer un peu les structures qui favorisent leur confort factice, n'est pas seulement un monde éphémère et génocidaire, c'est un monde insipide. Vous êtes formaté pour vous demander comment contribuer à bétonner et twitteriser le monde, si possible avec un peu moins de dégâts, parce que vous êtes aussi des gens sympathiques et gentils. Ça ne va pas suffire. Je suis désolé, c'est comme ça. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est celle de savoir si nous préférons un monde où les autoroutes et les data centers ont remplacé les abeilles, les oiseaux, les grands mammifères et les cultures protéiformes qui jalonnent encore un peu cette planète. Certes, le réel qui va venir ne sera plus habitable pour nous non plus. C'est une très bonne raison logique de le récuser. Mais plus profondément, je radote à dessein, le voudrions-nous, même s'il était tenable? Assumerions-nous dans 30 ans d'avoir choisi TikTok et la 6G face à la vie? D'avoir choisi la possibilité promise par notre grand ami Elon Musk, l'un des hommes les plus nuisibles au monde, de faire, grâce à des électrodes implantées dans notre cerveau, de magnifiques balades virtuelles dans des forêts numériques, contre l'existence réelle d'une sylve aussi sublime que vitale. Il vous semble, je suppose, impossible de voir les choses exactement comme je les présente. Ça vous paraît utopique. Je crois qu'au fond de vous, vous savez que j'ai raison, que Arthur a raison, mais que vous pensez qu'il est en quelque sorte trop difficile d'en tirer les conséquences. Des patrons de très grandes banques, des ministres, m'ont dit cela. Gardez alors deux choses en tête. Premièrement, la difficulté de changer nos conventions, parce que quand on parle d'économie, c'est uniquement de cela qu'on parle, de conventions humaines, aussi solide soit-elle, cette difficulté est négligeable devant celle de modifier les réalités physiques, biologiques, climatiques, médicales, météorologiques, océanographiques qui sont en train de s'imposer à nous. Si vous croyez que les dirigeants chinois, parce qu'ils ont souvent bon dos, sont durs en affaires, n'oubliez pas que les lois de la nature le sont plus encore. Et deuxièmement, gardez en tête que l'échec incontestable qui est le nôtre n'est pas celui de l'humanité dans son ensemble, comme si nous ne pouvions pas être autres, comme si c'était écrit dans ce que nous sommes. C'est factuellement faux. C'est l'échec d'une civilisation devenue dominante par sa violence.
une extraordinaire diversité de manières d'être au monde, d'être pour le monde, ont existé et existent encore aujourd'hui. Mais au lieu d'apprendre de ces intelligences qui sont souvent pour nous étranges, et c'est exactement ce dont nous avons besoin d'étrangeté, nous ne parvenons pas à nous défaire de notre arrogance, et même face à ce méta-échec, nous préférons demeurer donneurs de leçons. Ubu n'est plus roi, il est empereur. Mettons sur la table ce qui compte. Tout le monde ici dans cette salle conviendrait, j'en suis convaincu, aimer la vie. Mais de quoi on parle? De l'espérance de vie des riches, la nôtre, de l'espérance de vie des Français, de l'espérance de vie des humains en général, du nombre d'espèces animales, du nombre d'individus animaux, de la qualité de vie de ces individus animaux, c'est pas du tout la même chose. Si nous n'avons pas défini ce qui fait sens, il n'y a aucun intérêt à travailler sur les solutions. Pardonnez-moi d'être irrévérencieux quelques instants. C'est curieux quand on y réfléchit. Vous êtes l'élite. Et pourtant, votre formation n'est pas du tout ce dont on a besoin. Sérieusement? Des économistes? Des ingénieurs? Des commerciaux? Mais ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, c'est la parole des poètes qui est vitale. C'est celle de ceux qui connaissent mieux que quiconque la rigueur et la précision, mais qui s'autorisent aussi à tout déconstruire. Ce sont eux les gens sérieux, pas nous. Bien sûr, vous pouvez être poète à votre manière, mais alors il faudra sortir de vos savoirs, de vos croyances, de vos conforts, de vos appris. Il faudra renier votre héritage. Le seul et unique geste essentiel, c'est celui qui consiste à prendre conscience, me semble-t-il, de la contingence de nos constructions. Tout pourrait être autre. C'est celui consistant à accueillir toute idée, toute invention, toute réception dans une porosité qu'on pourrait dire infinie, à l'inouï et à l'invu, dans ce que certains nommèrent un amour révolutionnaire. Noam Chomsky rappelle que, en marge, en parallèle de la catastrophe écologique, les 60 dernières années ont été sans doute les plus violentes de toute l'histoire de l'humanité, les plus meurtrières, disons. Je n'entrerai pas dans les querelles d'historiens à ce propos, c'est hors de ma compétence. Mais l'existence d'un crime de masse néocolonial, dont les morts sont littéralement innombrables et dont l'Europe au sens large est responsable, me semble fondamentalement irréfutable. La génération dite des boomers, celle encore d'un certain nombre de vos professeurs, a cru toucher une certaine insouciance, disons une sérénité indolente. En réalité, elle a créé une monstruosité systémique sans précédent. Nous sommes ceux qui auront tout détruit, pour quelques insipides divertissements de plus. Nous avons tellement aimé, pour les plus riches, la liberté de prendre l'avion sans frein. Nous l'avons adulée, presque déifiée, que nous avons oublié qu'elle obérait notre liberté de pouvoir continuer à vivre. C'est un peu dommage. Alors parlons et pensons progrès, puisque c'est le thème du jour. Mais commençons par définir ce dont il s'agit. Je crois que ce que nous échafaudons en ce moment, avec la complicité tacite des forces politiques et économiques, en serait la très exacte antinomie, comme d'ailleurs l'oxymore intelligence artificielle, qui fut l'objet de la précédente table ronde, et qui est effectivement très efficace, j'en conviens, pour résoudre un certain nombre de problèmes simples. Mais elle est fondamentalement axée sur la répétition à l'identique, donc non disruptive, donc totalement inadaptée à la crise de civilisation qui nous intéresse. Et pardonnez-moi, mais pour tout le respect que j'ai pour mes collègues, c'était quand même un peu choquant de voir qu'on ne s'interroge même pas sur la problématique extraordinaire que représente le fait qu'une IA ait pour but de nous proposer du contenu qui est en exacte adéquation avec ce que nous aimons déjà. C'est la faillite fondamentale de l'intelligence, sans parler de tous les autres effets pervers.
je suis désolé, le tableau que je dépeins est un peu sombre. Mais enfin, nous sommes quand même les premiers, en 5 milliards d'années d'évolution subtile de la vie sur Terre, à nous découvrir coupables, seuls coupables, d'une extinction massive, ce que mes chercheurs biologistes nomment un anéantissement biologique global. Vous avouerez que ça invite à un peu de solennité. Pourtant, il y a quand même une toute petite lueur d'espoir, parce que c'est assez excitant d'être celles et ceux qui doivent tout réinventer. Ce devoir d'insolence et d'humilité, cette injonction à l'incorrect et à la modestie, cette obligation de déserter les attendus, qui est la vôtre, c'est aussi une chance. Vous voulez un conseil concret? Ça sera ma conclusion, puisqu'on m'embête toujours avec ça. Vous n'êtes pas assez concret. Vous voulez un conseil concret pour progresser, puisque c'est le thème du jour? Vous vous demandez que faire? Eh bien, pardon, mais d'abord sortir précisément de cette obsession du faire et du concret qui est endémique de nos lubies occidentales. Ce soir, fermez vos livres d'économie et de physique des matériaux. Lisez Genet et Pasolini. Découvrez la philosophie égyptienne et la poésie chinoise. Ce serait un premier pas infiniment plus signifiant que d'améliorer votre bilan carbone, même s'il faut aussi le faire. J'appellerais ça, effectivement, progrès, sans la connotation largement arrogante et finalement nihiliste que Bruno Latour met en exergue depuis bien longtemps. Vous voulez faire de la politique? Rappelez-vous que Pablo Neruda a été élu en ne proférant aucun autre discours que la lecture de ses poèmes. Oubliez les mots écologie, environnement, nature, paysage, qui demeurent des vestiges de nos vieilles violences métaphysiques, rêvant d'un humain délié du monde qui l'accueille. Même la sémantique est à reconstruire. Ne travaillez, pensez, créez que dans l'expectative d'un décadrage ou d'un déraillement. Accueillir toute idée à l'aune de sa velléité à créer de l'ailleurs dans l'ici, à produire du réel. Continuer à l'identique ou se contenter d'ajustements est la seule option qui ne soit pas sur la table. Au moins, on sait où il ne faut pas aller. Merci. Merci à tous les deux pour ces interventions. Donc, qui ont eu beaucoup de succès.